Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, je vais vous poser, dans la mesure où vous couvrez un champ de nos réflexions sur lequel finalement nous avons auditionné peu de personnalités. Donc nous comptons sur vous, d'une certaine manière, pour nous donner des pistes de réflexion sur ces sujets vus du côté judiciaire. Tout d'abord, s'agissant du cadre juridique général du maintien de l'ordre, considérez-vous que les textes et procédures administratives et pénales qui sont relatifs à l'expression des libertés publiques et au maintien de l'ordre sont adaptés aux nouveaux phénomènes ou aux nouvelles pratiques de protestation? Vous venez de nous décrire longuement les contraintes liées aux interpellations. Donc, pensez-vous qu'il y aurait intérêt, tout en restant dans le cadre d'une protection des libertés publiques qui n'est pas question de remettre en cause, de fluidifier, de trouver des voies de droit pour simplifier certaines procédures? Au-delà de cet élément que vous avez évoqué dans votre propos liminaire, nous sommes confrontés, alors sans doute moins dans le ressort de votre compétence, mais quoique, à la question de l'occupation de sites dans la durée. Est-ce que nos textes vous paraissent adaptés, efficaces à ces problématiques, de la même manière qu'aux protestations qui se déroulent non pas sur la voie publique, mais sur des lieux privés, des terrains privés en général? Autre question du même type sur le cadre juridique, qui là effectivement est inspiré par la problématique des ZAD, des zones à défendre, et à la problématique de l'occupation illicite, d'expulsion d'occupants. Ces occupants sont souvent dans des lieux où juridiquement on va considérer que le lieu qu'ils occupent est leur habitation principale, ce qui peut complexifier la tâche d'un point de vue juridique et dans l'exécution d'un certain nombre de mesures. Est-ce que sur ce sujet, vous pensez qu'il y a matière, non pas à se précipiter, parce que la matière est sensible, mais à réfléchir pour faire évoluer notre droit? Puisque l'on parle de la problématique du mauvais comportement d'un certain nombre de manifestants, il faut aussi regarder la responsabilité pénale des gendarmes ou des fonctionnaires de police qui peuvent parfois s'écarter des protocoles de mise en œuvre des instructions qui leur ont été données ou des moyens dont ils disposent pour exercer leur mission. Est-ce que cette responsabilité pénale est régulièrement mise en cause en cas de recours à la force ayant entraîné des préjudices physiques, et dans ces cas-là, sur quel fondement? Alors peut-être ces réponses appelleront pas une réponse immédiate, mais peut-être quelques éléments à fournir de manière écrite consécutivement à cette audition. Donc les fondements d'absence de nécessité, de disproportion des moyens employés, de recours à la force en dehors du cadre légal et réglementaire. Et est-ce qu'il y a moyen de savoir si les éventuelles mises en cause du côté des forces de l'ordre appartiennent plutôt à des unités spécialisées, donc compagnie républicaine de sécurité, gendarmes mobiles, ou à des unités non spécialisées dans le maintien de l'ordre? Je précise, c'est pas une affirmation, c'est simplement la reprise de propos qui nous ont été tenus, que certains estiment, du côté des manifestants, voire de victimes de blessures à l'occasion de manifestations, que ces poursuites étaient engagées de manière extrêmement rare. Ça, c'était donc la série de questions portant sur le cadre juridique du maintien de l'ordre. En ce qui concerne le fonctionnement du parquet lors des opérations de maintien de l'ordre,
faut-il systématiser la présence de représentants du parquet auprès des autorités chargées de la conduite d'une opération de maintien de l'ordre afin de leur apporter une expertise juridique en temps réel? J'ai bien compris que sur Paris, c'était quasiment le cas. Ça l'est, je pense, dans le cadre d'une pratique mutuellement souhaitée, mais ça ne l'est pas dans le cadre d'une obligation, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, que pensez-vous de ce sujet? Comment caractériseriez-vous les rapports entre le parquet et les forces chargées du maintien de l'ordre? Enfin, dernière série de questions. Mais bah oui, j'ai précisé au départ que c'était la première fois qu'on avait vraiment un échange sur la partie judiciaire, sur le traitement judiciaire des suites des opérations de maintien de l'ordre. Et tout d'abord, essentiellement d'ailleurs, sur la question des interpellations. Donc je rappelle que notre philosophie ne consiste pas à vouloir interpeller des gens qui manifestent en respectant le droit, mais de pouvoir justement convenablement séparer les manifestants qui viennent exprimer librement une opinion, quelle qu'elle soit, et les violences qui sont commises ou les dégradations qui sont commises à l'occasion de ces manifestations ou en périphérie de ces manifestations par des individus qui, la plupart du temps, n'ont strictement rien à voir avec l'objet de la manifestation et les motivations de la grande masse des manifestants. Alors, vous avez détaillé dans votre propos, là aussi, les difficultés. Je les ai pointées du point de vue des textes, mais après, il y a la pratique. Et sur la pratique, est-ce que vous pensez qu'il conviendrait plutôt de renoncer à interpeller les commettants d'infractions, de rechercher ce qui, d'après ce que tous nous ont expliqué, existe sur Paris, c'est-à-dire la mixité des dispositifs entre des forces chargées de maintien de l'ordre et celles qui sont chargées d'effectuer des tâches de police judiciaire, ou bien, je ne suis pas sûr qu'il soit demandeur, mais de créer des dispositifs qui permettraient aux forces mobiles d'assurer elles-mêmes les interpellations dans un cadre juridique éventuellement rénové. À ce propos, que pensez-vous de la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pendant une opération de maintien de l'ordre, qui est l'article 16 du Code de procédure pénale, qui certes a une explication historique qu'on connaît bien, mais dans un contexte évolutif avec de nouvelles technologies, le fait que beaucoup de choses soient filmées, est-ce que vous pensez que ça a toujours sa pertinence aujourd'hui? Et donc, j'en termine précisément en faisant ce lien avec les dispositifs d'enregistrement vidéo, soit vidéoprotection de voie publique qui existent, soit dispositifs mobiles mis en place spécifiquement par les forces de l'ordre. Est-ce que vous considérez qu'ils représentent un avantage pour la protection des manifestants comme des forces de l'ordre, qu'ils permettent une amélioration de la réponse pénale? Présentent-ils aussi des inconvénients? Et donc, permettrait-il, y compris, d'avancer vers une évolution qui serait de limiter les interpellations immédiates, le cas échéant, en privilégiant ce recours aux enregistrements vidéo ensuite remis à l'autorité judiciaire? Voilà, donc 3 blocs assez vastes, j'en conviens, mais sur lesquels on a besoin de vos lumières.